Je ne pense pas être le seul dans ma situation. Depuis quelques années, je n'explore plus les jeux vidéo, je les traverse. Je vais du début à la fin, sans m'attarder. C'est certainement parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent. Quand tu t'enterres trop longtemps dans un seul, t'as l'impression d'en rater 10 autres. Et pourtant, quand j'étais jeune, je ne jouais pas du tout comme ça. La quantité de jeux à ma disposition était limitée, il fallait en tirer le maximum. Je me souviens avoir trouvé les 120 étoiles de Mario 64 DS sans aucune aide extérieure. J'avais passé des heures à faire monter les niveaux de mes personnages sur Dragon Quest 9 alors que la quête principale était terminée depuis longtemps. Parmi ces jeux que j'ai fait et refait, il y avait Final Fantasy 3, la version DS. Un remake en 3D d'un vieux titre sur lequel j'ai probablement passé des milliers d'heures. Depuis quelques mois sur cette chaîne, je parle de Final Fantasy et j'ai envie de continuer. Alors quoi de mieux que redécouvrir ce jeu grâce à la version Pixel Remaster avec vous. Aujourd'hui on est samedi, et comme chaque samedi, je vais vous raconter un jeu, Final Fantasy 3. Avant de lancer le jeu, petit point. La version DS et Final Fantasy 3 Pixel Remaster, c'est pas la même sensation, pas les mêmes intentions. Sur la DS, c'est un remake 3D, avec des ajouts, des à côté, un rythme un peu plus récit. La Pixel Remaster revient à une 2D modernisée, et mise surtout sur le confort. Sauvegarde rapide, combat automatique, tout ce qui laisse avancer sans friction inutile. J'en profite pour vous dire que si vous êtes attaché à Final Fantasy 3 sur la DS, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil à la série Bravely. En y rejoignant, j'ai retrouvé ce genre de vibe et de rythme qui m'avait marqué. Bref, on lance le jeu. Et du coup, une fois n'est pas coutume, comme dans le premier et le second épisode, écran de nom. Pas de nom par défaut, c'est à nous de choisir. Mais moi, par nostalgie, je reprends ceux de la version DS qui étaient définis par avance. Lunette, Arc, Refia et Ingus. On a ensuite le droit à une brève cinématique. Les textes sont assez cryptiques, mais en gros, des monstres sont apparus et des séismes ont englouti 4 cristaux. On nous explique qu'une ombre se profile et que 4 héros orphelins ont été bénis par la lumière des cristaux élémentaires. Et puis, on tombe. On tombe dans un trou et on se retrouve dans une caverne. Et là, le jeu nous lâche vraiment. On marche, on fouille, on ouvre des coffres. En inspectant les menus, on remarque un détail. Une classe est déjà assignée à nos personnages, Chevalier Oignon. Et les premiers combats confirment un truc. Pour l'instant, on n'a pas 50 options. On attaque et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. On avance, on s'use un peu, on s'habitue au rythme. Et au milieu de tout ça, on tombe sur une source d'eau qui soigne l'équipe. En fait, c'est surtout un checkpoint pour qu'on se prépare au boss de la zone. Un peu plus loin, le combat se lance, une sorte de gros lézard, pas vraiment original, et en même temps c'est un donjon d'introduction, donc le combat est assez facile. Quand on le fait tomber, derrière on atteint enfin le vrai point de bascule, le cristal du vent. Ce cristal, il débloque la mécanique qui définit Final Fantasy 3, le renouveau de la série, les métiers. Dans Final Fantasy 1, on choisissait au début, et c'était verrouillé. Ici on peut changer quand on veut, dans les menus. Là tout de suite on débloque 5 classes, guerrier, moine, mage blanc, mage noir et mage rouge. 5 options pour 4 personnages, et déjà, on sent que le jeu nous demande de choisir. Moi je pars sur la compo qui me semble la plus standard, ce qui intuitivement me paraît être le plus équilibré. Un guerrier et un moine pour taper, un mage blanc pour tenir l'équipe debout, un mage noir pour pouvoir faire des dégâts magiques. Et après ça, on retrouve un truc qui fait toujours son effet, la carte du monde. Cette vue large, cette sensation de liberté, de monde à découvrir et en même temps, ce petit vertige aussi, celui qui te dit ok, maintenant débrouille-toi. En avançant, on arrive assez vite à Ur, la ville natale de nos personnages. On retrouve la routine des autres Final Fantasy, l'auberge, les boutiques, les habitants. On parle au PNJ, on fait le tour, on prend la température. On retombe sur une logique qu'on connaît déjà, les sorts ne tombent pas du ciel, il faut les acheter pour que nos personnages puissent les apprendre. Sauf que dans la boutique, au début on nous propose uniquement Sérum, le sort qui soigne le poison. Ok, c'est utile, mais c'est pas ça qui va faire de notre mage blanc un vrai soigneur. Et puis, en se baladant, on finit par trouver un bâtiment avec un passage secret, une pièce planquée, avec plusieurs coffres. Et là, enfin, le sort de base qu'on attendait, soin. On l'apprend au mage blanc. Et au passage, ça permet de comprendre que la magie fonctionne comme dans Final Fantasy 1. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur le premier jeu, en très gros résumé, les sorts ont des niveaux, et chaque personnage ne peut apprendre que 3 sorts pour chaque niveau. Là par exemple, Soin et Sérum sont des sorts de niveau 1, et au lieu d'avoir une barre de mana commune à tous nos sorts, on a des charges, comme des PP pour les attaques dans Pokémon. Actuellement, notre mage blanc a 5 charges de niveau 1, et quand on les aura toutes utilisées, il faudra se reposer. À Ur, la musique est vraiment douce, presque rassurante. Ça donne l'impression qu'on est enfin arrivé chez nous. Sauf que dans Final Fantasy, on reste rarement longtemps chez nous. En visitant la mairie, on parle à Topapa, le père adoptif de nos personnages. Il nous explique que les cristaux nous ont choisis, et qu'on doit accomplir notre destinée en sauvant le monde. Rien que ça. Donc on sort, on explore, et on arrive à Casus. Et là, l'ambiance change d'un coup, parce que la ville est pleine de gens, mais ils ont été transformés en fantômes par un djinn. Heureusement, les spectres peuvent quand même communiquer avec nous. Alors on fouille, on passe à l'auberge et on tombe sur le site de cet épisode. Lui aussi est un fantôme. Il nous indique où se trouve le djinn. Sauf qu'il nous manque un moyen. Et Sid nous donne l'info qui débloque tout. Son aéronef est caché dans le désert. On y va, et on le trouve. C'est la première fois dans la série que l'aéronef a un intérieur. On peut marcher dedans, faire le tour, comme un petit QG à nous.
Et le plus bizarre, c'est le timing. On vient à peine de commencer et on récupère déjà le véhicule qui, dans les épisodes d'avant, arrivait beaucoup plus tard et ouvrait la carte en grand. En se baladant, on tombe sur le château de Sazune. Là aussi, même problème, des habitants transformés en fantômes. Un château plein de monde, mais vide quand même. En fouillant un peu, on trouve des passages secrets, des murs qui s'ouvrent, des détours qui mènent à des coffres. Cette exploration est récompensée. On récupère le premier sort pour notre mage noir, Glace. Et là, d'un coup, notre mage noir devient autre chose qu'un type qui regarde les autres taper. On finit par arriver dans la salle du trône, et on parle au roi. Il nous explique que pour emprisonner le djinn, on aura besoin d'un anneau de mithril. Et cet anneau, justement, c'est la sœur du roi, la princesse Sarah qui l'a. Sauf qu'elle a disparu, le roi pense que le djinn l'a enlevé. Du coup, on ne réfléchit pas trop, on sort et on va à la grotte. Dans cette grotte, j'ai un peu fouillé les options, et j'ai remarqué une mécanique qui existait dans Final Fantasy II, mais dont je n'avais pas parlé, la formation. On peut placer nos personnages devant ou derrière. Et ce n'est pas juste en détail, derrière les attaques physiques infligent moins de dégâts, mais en contrepartie, si on tape au corps à corps, c'est moins efficace. Par contre, la magie, elle ne bouge pas. Un mage derrière, c'est un mage qui fait les mêmes dégâts, mais qui survit plus longtemps. Du coup, j'en profite pour faire reculer mes deux mages. Rapidement, dans la grotte, on trouve Sarah. Elle insiste pour nous accompagner. Elle veut utiliser l'anneau elle-même. Par contre, elle ne devient pas un personnage jouable, comme dans Final Fantasy II. Elle nous suit seulement. À force d'exploration, on tombe enfin sur le djinn. Sarah tente d'utiliser l'anneau, mais ça ne marche pas. Alors le combat se lance. Et là, pour une fois, on a un truc simple. Le djinn est faible contre la glace, donc notre mage noir fait exactement ce qu'on attend de lui. Il lance glace, et ça fait très mal. Et pendant ce combat, je pense au fait que si je n'avais pas fouillé dans le château un peu plus tôt, on n'aurait pas ce sort, alors je comprends. Le jeu récompense la curiosité. Alors on répète l'attaque, et au bout d'un moment, le boss tombe, et cette fois, l'anneau fonctionne. Sarah peut le bannir. Aussitôt, on est ramené au château de Sazune. La malédiction est levée, les fantômes reprennent leur forme humaine. Le roi nous félicite, et il nous donne un canoë, ce transport auquel on commence à être habitué, qui permet de traverser les petits cours d'eau. Et en même temps, je pense à quelque chose. On va enfin voir à quoi ressemble le site de ce Final Fantasy. Et justement, dès qu'on retourne en ville, il nous interpelle. Il nous demande de le raccompagner à Canaan, là où sa femme doit s'inquiéter. Comme Sarah, il rejoint temporairement le groupe. Et au passage, quand on lui parle, on apprend qu'il y a un problème. Un gros rocher bloque la vallée qu'on devrait emprunter. Du coup, on bricole l'aéronef de Sid, on lui fixe une proue en mithril, et on le lance à pleine vitesse droit sur l'obstacle qui bloque la vallée, et ça marche, mais ça se paie. Le rocher explose, l'aéronef aussi. On retombe sur terre, terminer le déplacement rapide. À partir de là, notre seul véhicule, c'est ce canoë. On arrive à Canaan, Sid nous remercie et il quitte l'équipe. Puis en se baladant dans la ville, on finit par trouver sa maison. À l'intérieur, on tombe sur un problème, bien plus immédiat que nos histoires de cristaux. Sa femme est malade, elle a besoin d'un élixir. Alors on fouille la ville, on cherche partout, et on finit par en trouver un. On le lui donne, et au passage, on remarque un truc. Le système de mots-clés de Final Fantasy II a disparu, mais à la place, on peut maintenant donner des objets à certains PNJ. Une fois que c'est fait, Sid nous glisse une piste. Il pourrait nous reconstruire un aéronef. Sauf que pour ça, il lui manque un secret de fabrication. Et ce secret, c'est le roi d'Argus qui le détient. Donc l'aéronef, ce sera pour plus tard. Après avoir visité Canaan, optimisé notre équipe en faisant quelques achats, on sort de la ville et on entame l'ascension d'une montagne juste à côté. On y récupère Vent, un sort qui permet à notre mage blanc de faire quelques dégâts de temps en temps, quand tout le monde va bien. Sauf qu'arrivé au sommet, on tombe sur Bahamut, un dragon immense. Ce n'est pas une menace à notre niveau, il est bien trop fort, il nous attrape, nous emporte et nous lâche dans son nid, là où sont ses petits. Et dans ce nid, on rencontre Desch, un type amnésique, qui rejoint l'équipe. Évidemment, Bahamut finit par nous tomber dessus, et là, on comprend tout de suite, on ne gagnera pas, alors on fuit. On se retrouve projeté plus loin, de retour sur la carte du monde, avec Desch dans l'équipe. Desch nous donne d'ailleurs un nouveau sort. On l'apprend au mage blanc. Ça rétrécit la cible du sort, et le sort est lançable en dehors des combats. En le lançant sur nos personnages, ils rétrécissent, et de nouvelles zones se débloquent. Ça fonctionne exactement comme dans Zelda The Minish Cap. Toute une partie du monde était cachée parce qu'il fallait changer d'échelle. Grâce à ce sort, on accède justement à Tozu, un village de gnomes. En fouillant la ville, on finit par trouver un chemin caché qui nous mène à une péninsule où se trouve un bateau. Sauf que le bateau est là, on peut rentrer dedans, le contrôler, mais un peu plus haut, un dragon bloque totalement la route et il est beaucoup trop fort pour ce qu'on peut encaisser. Alors on abandonne ce combat et on explore encore. Un peu plus haut, justement, on trouve un temple qu'on peut explorer en étant petit. On s'y faufile, on récupère un œil de dragon qu'on insère dans une statue. Et là, le verrou saute, le dragon qui nous barrait la route disparaît. On récupère enfin ce bateau qui nous ouvre une gigantesque partie de la carte. Avec le bateau, d'un coup, la carte change de taille. On n'est plus coincé à longer la terre. Là, on coupe, on traverse. La mer ouvre des détours, des îles, des coins qu'on ne voyait même pas encore. Et au milieu de cette liberté, on arrive assez vite à Tokul. Sauf que l'accueil est tout sauf léger. La ville a l'air d'avoir été assiégée. Bâtiments abîmés, ambiance lourde, comme si quelque chose était passé et avait laissé une marque. Un habitant confirme. Des soldats sont venus plus tôt et ils ont laissé tomber une bannière d'Argus. Le peuple dont le roi doit justement nous révéler le secret des aéronefs. Pourquoi les soldats d'Argus attaqueraient un petit village ? En ville, on tombe aussi sur une femme qui nous demande d'aller libérer son mari, capturé par ces mêmes militaires. Le genre de requête qui arrive comme ça et qui nous rappelle que le monde ne s'arrête pas parce que nous, on cherche des cristaux.
Les gens vivent ici, ils subissent leur propre drame. Un autre habitant nous parle d'un monstre dans le désert, un arbre qui se déplace tout seul. En traversant le désert, on aperçoit justement la créature au loin, mais on ne s'en occupe pas tout de suite. Plus loin, on tombe sur une forêt habitée par des fées, et on comprend le lien. L'arbre qui erre, c'est le patriarche de la forêt, déraciné, déplacé, comme si tout le coin avait perdu son centre de gravité. Un peu plus loin, on tombe sur une clairière avec des chocobos. Ça, pour le coup, ça rappelle Final Fantasy II. Ce petit instant à part, presque hors du temps, et des problèmes. Alors on souffle 2 secondes. Au besoin, on peut monter l'un d'entre eux pour repartir plus rapidement. Sauf qu'en ressortant, on repense à tout ce qu'on a déjà ouvert comme piste. Toku l'a ravagé, les soldats d'Argus, l'arbre qui marche, les fées. On se rend compte que dans l'esprit, Final Fantasy III est beaucoup plus proche du premier. On n'est pas en train de suivre une ligne claire avec des étapes bien rangées. On est lâché sur une carte, avec des fils partout, et c'est à nous de choisir lequel tirer. Alors je décide d'aller au château d'Argus pour enquêter. Mais le château est vide. Rien. La piste qui me semblait la plus évidente vient de disparaître. Donc on repart, et on explore un peu à l'aveugle. Et presque par hasard, on tombe sur une grotte. Des sages aveugles y vivent, et ils nous parlent du monde. Mais à leur manière, c'est cryptique. C'est un combat entre les ténèbres et la lumière, un équilibre dérangé. Les cristaux engloutis dans la terre seraient le signe que quelque chose approche. Ils nous disent surtout une chose bien utile. Notre destin nous attend dans une tour, quelque part au nord. Alors on y va. Et quand on arrive au sommet, d'un coup, la mémoire revient à Desch. Il se rappelle, il est le gardien de cet endroit, l'un des derniers représentants des anciens, sauf que là, la tour surchauffe. Sans qu'on comprenne pourquoi, Desch explique qu'il doit se sacrifier pour stabiliser la situation. Il saute littéralement dans la fournaise au centre. On est un peu sonné, on ne comprend pas ce qui vient de se passer. Son sacrifice, en plus de ramener le calme dans la tour, débloque un passage dans l'eau, qui était auparavant verrouillé. Une zone énorme apparaît, alors qu'on n'a même pas le sentiment d'avoir entièrement exploré la zone précédente. En visitant l'anneau extérieur, on trouve comme dans Final Fantasy I, une montagne peuplée de nains. Eux aussi ont un problème, quelqu'un a volé une corne de glace. On la retrouve assez facilement, sauf qu'au moment de la remettre sur son piédestal, un nouveau personnage apparaît, Guko. Il vole la corne devant nous, et on se retrouve dans une course-poursuite qui nous amène à la grotte de feu. Cette mission recoupe en fait notre quête principale, c'est ici que se trouve le cristal de feu, et c'est justement devant ce cristal qu'on finit par rattraper Guko. Sauf qu'on arrive trop tard, il a déjà terminé d'absorber sa puissance, sous nos yeux, son corps change, il prend une forme de salamandre, et on doit l'affronter comme ça, dans sa version reptilienne. En le voyant faire, je repense à Fable, Jack of Blade, qui cherche à décupler sa puissance, et finit par prendre une forme de dragon. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos sur Fable. Le combat contre Guko est assez long, mais la récompense vaut le coup. On débloque, comme avec le cristal précédent, 4 nouvelles classes. Rôdeur, chevalier, voleur et érudit. Le rôdeur, c'est la classe distance. On tire à l'arc, on peut faire des dégâts tout en restant sur la même ligne que les mages. Le chevalier, c'est une version améliorée du guerrier. Il débloque une capacité défensive qui lui permet de prendre les coups pour un allié en danger. Le voleur n'est pas si utile. Il a une capacité qui permet, lorsqu'il est positionné en tête de notre groupe, d'ouvrir des portes verrouillées. Mais finalement, il y en a très peu dans l'univers. L'érudit, quant à lui, a une capacité qui permet de scanner les ennemis, de connaître leurs PV, et surtout leurs faiblesses. Sur le papier, ça peut s'avérer très pratique. En plus de la progression avec les métiers, le cristal de feu nous donne aussi sa lumière. Ça fait une étape de plus. Il en reste 2. Là, je ressens vraiment un sentiment d'accomplissement, de progression. Donc on continue d'explorer, et assez vite, on retombe sur un fil qu'on avait déjà en main. Quand on revient à Tokul, cette fois, on n'a pas le temps de se balader. À peine entré, on se fait capturer par des soldats d'Argus. Et on se réveille dans un cachot. Dans cette cellule, il y a quelqu'un qu'on ne s'attendait pas à trouver là, le roi. Un magicien du royaume, a été pris par une force maléfique. Il a ensorcelé des soldats, et nous, on se retrouve au milieu. Le pire, c'est le décor, parce que ce château dans lequel on est enfermé, c'est le patriarche de la forêt. L'arbre qu'on avait aperçu plus tôt se déplaçait dans le désert. Un a creusé des galeries à l'intérieur, il en a fait des pièces, des couloirs, une forteresse. En explorant, on tombe rapidement sur lui justement. C'est un squelette, il me fait penser à Papyrus dans Undertale. Le combat contre un, c'est un peu particulier. À chaque tour, l'élément contre lequel il est faible change. Ça tombe bien. Un peu plus tôt, on a débloqué cette classe, érudit, qui nous permet de détecter les faiblesses des monstres qu'on affronte. Quand on en vient à bout, les murs de la salle tremblent. Tout bouge, comme si l'endroit reprenait vie. L'arbre dans lequel on se trouve s'adresse à nous. Il nous remercie, le sorcier le parasité. Maintenant, c'est fini. Il nous ramène tous dehors, nous, l'équipe, le roi et ses chevaliers. On se retrouve dans la clairière, celle où on avait rencontré les fées un peu plus tôt. Tout ce monde nous remercie. Les fées nous donnent le creux du vent. C'est un objet de plus, mais on comprend vite l'idée. Ça doit probablement ouvrir un passage vers un autre cristal. Et sans trop réfléchir, on retourne au château d'Argus. Et là, c'est plus du tout le même endroit. Il n'est plus vide. Il y a des soldats, il y a du passage, sa vie. Le roi nous renouvelle ses remerciements. Il nous félicite. Et surtout, il finit par nous donner ce qu'on attendait depuis longtemps, le secret pour construire les aéronefs. Ce secret, en fait, c'est un objet, la roue du temps. On la récupère et on file la ramener à Sid, qui est toujours à Canaan. Alors Sid bricole notre bateau, il bidouille ce qu'il faut, et d'un coup, le bateau peut voler. Par contre, il y a une limite claire. Il peut décoller, voler au-dessus des terres, mais il ne peut se poser que sur l'eau. Et là, en explorant avec ce nouveau véhicule, je me retrouve surpris. En partant tout à gauche de la carte, la bordure n'est pas une limite. Ça continue.
Le monde ne s'arrête pas. La carte qu'on connaissait jusque-là, en fait, c'était seulement une île flottante, la minuscule partie d'un monde bien plus vaste. Un bloc de terre suspendu au-dessus d'une mer gigantesque. Ça me fait penser à la planète dans Subnautica, où quand on pose le regard, on ne voit que de l'eau, à perte de vue. Finalement, au milieu de cette étendue bleue, on finit par tomber sur un bateau échoué. À bord, il y a un homme. Il nous raconte ce qu'il a vécu. Lors du séisme qui a englouti les cristaux, les continents ont aussi été submergés. Toute cette eau, ce n'est pas normal. Il y avait de la terre avant. Il pense être le seul survivant, avec une fille qu'il a recueillie. Les derniers témoins d'une catastrophe dont il ne reste presque rien. Cette fille, justement, c'est la prêtresse du temple de l'eau. Elle nous explique que la situation est urgente, qu'on n'a pas le temps de traîner. Donc elle se joint à l'équipe, et sans trop discuter, on se rend rapidement avec elle, à la grotte où se trouve un cristal. Sauf qu'une fois arrivé devant le cristal, ça tourne court. Un nouvel antagoniste apparaît, Kraken, et avant même qu'on comprenne ce qu'il se passe, il abat la prêtresse d'une flèche. Alors on se bat, on se débarrasse du monstre, mais pour Arya, c'est trop tard. Mais dans un dernier souffle, elle nous bénit de la lumière du cristal. Cette fois, on débloque carrément 6 nouvelles classes. Géomancien, viking, karatéka, chevalier, conjureur et barde. Puis elle nous formule une dernière demande, sauver le monde, rétablir la paix. Et puis le jeu ne nous laisse pas vraiment redescendre après cette scène difficile. D'un coup, la terre se met à trembler, et nos 4 personnages perdent connaissance. On se réveille dans une auberge. Les gérants nous apprennent qu'on est à Amur, et qu'on est resté inconscient pendant 3 jours. Alors on sort, on se balade dans la ville, on parle au PNJ, et petit à petit, on comprend le twist. Les habitants des continents n'avaient pas été noyés, ils avaient été changés en pierre avant les inondations, et quand Arya a libéré le cristal de sa malédiction, ça a eu un effet en chaîne, les continents sont ressortis, et les humains ont repris vie. En parlant au PNJ, on apprend aussi qu'un certain Goldor est passé à Amur. Il a immobilisé notre bateau, avec une chaîne. Le message est clair, tant qu'on ne règle pas ce problème, on restera cloué au sol. On nous indique qu'il se terre dans un manoir pas très loin, donc on prend l'info, et on y va. Ce manoir, c'est un choc visuel. Tout est doré, tout brille, tout cherche à impressionner. Ce n'est pas juste riche, c'est ostentatoire, comme si l'endroit entier devait rappeler qui commande. On explore longtemps, on tourne, on fouille, et à force de chercher, on finit par trouver Goldor, au 2e étage. Là, on comprend mieux. Il a volé un cristal, probablement pour pouvoir l'exposer. Il a voulu nous ralentir en nous retirant notre véhicule. Alors on l'affronte. Le combat est plutôt simple, mais au moment où ça devrait se conclure, il se jette sur le cristal, et le détruit avant de disparaître. Le cristal est en miettes. Au fond, on se doute bien qu'on va trouver une solution pour ce problème, mais ça laisse un goût d'inachevé. S'il n'avait pas fait preuve de lâcheté, notre aventure serait terminée. Par contre, heureusement, la chaîne qui retenait notre bateau disparaît. Et ça, c'est concret. On récupère enfin notre véhicule. Le monde qui vient d'émerger des eaux n'est plus une promesse, c'est un terrain qu'on peut enfin découvrir. Alors on explore. 2 continents gigantesques sont apparus. Et un peu par hasard, à un moment, on survole une ville immense. On se rapproche du château. Sauf que là, des canons ouvrent le feu, ça nous vise. Notre bateau volant se fait abattre. On s'écrase à Saronia. Devant nous, 2 armées sont déjà en rang. Elles se font face. Elles se préparent à se massacrer. Alors on ne reste pas au milieu de ça. On fuit et on va vers les habitations autour. En parlant avec les gens, on comprend ce qui se passe. Le roi a perdu tout sens commun. Il a divisé son armée en 2 et il ordonne à ses propres soldats de se battre entre eux. Et puis, dans une maison, on rencontre Alus, le fils du roi. Il confirme tout ce qu'on vient d'entendre. Il veut retourner au château, essayer de parler à son père, essayer de le ramener à lui. Alors il se joint à nous, et on se met en route. Une fois au château, on assiste à une scène qui met mal à l'aise. Sans qu'on l'ait remarqué, le roi s'est immiscé dans la salle. Il repère son fils de dos, et il s'approche, avec un poignard. Heureusement, Alus se retourne à temps et évite l'attaque. Pendant une seconde, on comprend que le roi hésite. Puis Gigamet, son conseiller, entre dans la pièce. Il insiste, il pousse, il veut que le roi aille jusqu'au bout. Et contre toute attente, le roi, au lieu de frapper son fils, retourne l'arme contre lui-même et se poignarde. Gigamet est furieux, il finit par lâcher la vérité. Il avait jeté un sort au roi, et le roi a réussi à s'en défaire au moment où il a tenté de s'en prendre à Alus. Alors le combat se lance, et cette fois, l'ennemi est devant nous. Son attaque la plus dangereuse, c'est Foudre. On remarque rapidement qu'il est faible au vent, donc le mage blanc devient de manière exceptionnelle un DPS. On utilise les potions pour soigner. En étant patient, il finit par céder. Après ce combat, le roi blessé s'excuse. Il implore son fils de le pardonner. Au passage, il donne sa bénédiction pour qu'Alus prenne la régence du royaume. Après cette séquence, le nouveau roi nous fait don d'un nouveau véhicule, le Nautilus. Et là, la carte s'ouvre pour de bon. On vole, on se pose où on veut, et surtout, on peut plonger sous l'eau. Tout ce qui ressemble à une limite devient traversable, et le monde prend une autre taille. Grâce à ce nouveau véhicule, on atteint enfin une zone qu'on voyait sans pouvoir y mettre les pieds. Un endroit hors d'accès jusque-là. Et là, au milieu, il y a un bâtiment. Le manoir de Doga. On entre. Et justement, on rencontre Doga. Il est accompagné par 3 Mogs. C'est la première fois qu'ils apparaissent ici. Petites silhouettes familières qui reviendront dans les Final Fantasy suivants. Doga, lui, va droit au but. Il nous donne enfin des détails sur l'intrigue principale. Celui qui cherche à ramener les ténèbres, c'est Xandé. Comme Doga, Xandé faisait partie des 3 apprentis du mage suprême. Et là, on comprend une histoire de rivalité, de rancœur. Xandé veut se venger. C'est lui qui a corrompu le cristal de la Terre et qui a provoqué toutes les catastrophes depuis le début. Il nous explique au passage, comme on s'y attendait, qu'il y avait un twist avec le cristal réduit en miettes. C'était un faux, une imitation.
Et puis Doga insiste sur l'urgence de la situation. Xandé, quelque part, tente d'invoquer les ténèbres. Il explique que pour aller plus loin, on va avoir besoin d'une Nei, la troisième apprentie du mage suprême. Elle pourrait nous donner un aéronef qui permettrait de se rendre à notre objectif. Sauf qu'une Nei dort depuis des années, enfermée dans son propre sommeil. Et pour la réveiller, il faut un objet précis, le luth de Noah, qui se trouve dans le temple du temps, un bâtiment englouti. Alors on plonge, on fouille les profondeurs, on finit par repérer une ouverture, l'entrée du temple du temps. Au bout du chemin, on tombe enfin sur ce qu'on était venu chercher, l'instrument. Alors on ressort du temple et on reprend le Nautilus, direction le sanctuaire où une Nei se repose. Et grâce au luth, on la réveille. Elle comprend vite pourquoi on est là, et grâce à son aide, on va récupérer enfin le véhicule dont Doga parlait, l'Invincible. C'est le dernier véhicule du jeu. Il est massif, son intérieur est spacieux, on peut même y acheter des objets. C'est un véritable centre d'opération volant. Grâce à ce véhicule, il n'y a plus de limite, on peut désormais voler au-dessus de certaines montagnes. À partir de là, Doga et une Nei sont réunis, et ils nous annoncent un truc auquel on ne s'attendait pas du tout. Pour atteindre Xandé, il faut la clé d'Eureka. Pour l'obtenir, il faut les affronter, eux. Et on n'a même pas le temps de digérer l'information que Doga nous fonce dessus. En combat, il n'est plus le même, il est difforme, méconnaissable. On dirait un monstre cauchemardesque, tout droit sorti du jeu Scorn. On le bat, il s'écroule, et on n'a même pas le temps de souffler qu'une Nei enchaîne. Elle aussi change, une silhouette féline, des couleurs qui ne ressemblent plus à celles d'une personne. À ce stade de l'aventure, ce n'est pas un combat compliqué en termes de difficulté. Ce qui marque, c'est autre chose. On est en train de mettre à mort deux alliés qui nous ont aidés jusque-là. Et quand ça se termine, la pièce a l'air vide, d'un coup. Doga et une Nei sont à terre. Doga prononce encore quelques mots avant de perdre connaissance. Leurs âmes continueront, même si leur corps s'arrête ici. Alors, un peu lourd, on récupère la clé d'Eureka. Doga insiste pour qu'on ne s'arrête pas et nous commande d'aller à la tour de Circus. Alors on repart avec un objet en main, mais pas avec la même légèreté. Au final, avec l'Invincible, on se rend dans la dernière zone inexplorée, en survolant des montagnes qui étaient jusqu'alors infranchissables. On y trouve la tour. Elle est démesurée, entièrement faite de cristal, son sommet effleure le ciel. Grâce à la clé d'Eureka qui a coûté la vie à nos deux camarades, on ouvre l'entrée. La tour est immense, 7 étages. On monte, on tourne, on repasse par des couloirs qui se ressemblent, et surtout, on recroise des boss qu'on avait déjà battus. Pas un ou deux, beaucoup. Ça devient un enchaînement, un boss rush pour confirmer qu'on est prêt pour ce qui nous attend. Et dans la dernière salle, il y a un miroir. Et depuis l'autre côté, l'âme de Doga nous parle. Il nous dit qu'on a besoin d'aide pour aller plus loin. 5 âmes pures doivent joindre leurs prières. Et là, on revoit ceux qui nous ont accompagnés. Sarah, Sid, Alus et Desh. Desh est vivant, c'est rassurant. Leur présence tous ensemble ouvre le passage. Et cette fois, on l'a en face. Xandé. Le troisième apprenti du mage suprême dont on nous a parlé constamment. On l'affronte, mais on comprend vite qu'il ne cherche pas juste à gagner un combat, il cherche à gagner du temps. Le rituel avance pendant qu'on s'épuise sur lui, et comble de l'ironie, quand on le bat enfin, il finalise le rituel. On est arrivé trop tard. Un nuage de ténèbres apparaît, la menace ultime qu'on devait empêcher. On tente de l'arrêter, mais on se fait écraser. Il est infiniment plus puissant que notre équipe. Et puis, ce qu'on a retrouvé, Sid, Desh, Alus, Sarah, se joignent pour un ultime effort. Ils nous envoient toutes leurs forces. Les âmes de Doga et une Nei participent aussi à cette entreprise. Ça ne règle pas le problème, mais ça nous remet debout. Plus fort que jamais, un portail apparaît, on le traverse. Et là, on arrive dans le monde des ténèbres. Il est là, le nuage menaçant. Le dernier combat qu'on doit réussir, sans quoi le monde qu'on a connu sera anéanti. Même après les sessions d'XP, cet affrontement est dur. Le boss répète une attaque, canon à ondes. Ça touche toute l'équipe, ça fait très mal, donc on passe notre temps à remonter les PV, encore et encore. Et entre deux vagues, on place nos meilleures attaques, on insiste, on tient, et à force d'obstination, on finit enfin par vaincre l'abomination. Tout se calme alors. On retrouve ceux qui nous ont portés jusque-là, ils sont soulagés et reconnaissants. Le monde est sauvé. Alors on les raccompagne, chacun chez lui, et on voit le monde repartir, pas d'un coup, mais ça repart. Et au moment où tout se termine, ce qui reste de Final Fantasy III, c'est une progression qu'on a vécue sur la carte. On a commencé dans un trou avec 4 gamins et une classe médiocre, collée de force, puis ça s'ouvre, le ciel, l'eau, on change d'échelle, on change de zone, on débloque des chemins qui n'existaient pas 10 minutes avant. Et surtout, à chaque cristal, on récupère de nouveaux métiers. On réorganise l'équipe, on teste, on garde ce qui marche, on jette ce qui ne tient pas, et le jeu continue d'avancer, sans attendre qu'on soit parfaitement prêt. Entre Final Fantasy 1 et le 3, on retrouve le même modèle, la même structure, des cristaux, une exploration dans un monde à sauver. Et d'ailleurs, comme je disais plus tôt, j'ai fait une playlist qui contient toutes mes vidéos sur Final Fantasy. Si vous voulez voir la différence entre les jeux, elle va s'afficher dans quelques instants. Et mine de rien, pour moi, ça fait quelque chose de refaire le jeu de mon enfance, celui de la DS, et de le redécouvrir autrement, avec un autre rythme, un autre regard. Enfin voilà, Final Fantasy 3, en gros, c'est ça.